Bonjour, je suis absolument ravi de vous avoir aujourd'hui si nombreux et si nombreuses. On est là pour se poser une vraie question dans cette conférence d'ouverture, l'IA générative, mais pour quoi faire? En deux mots, pour quoi faire? Pas comment faire, dans quel but? Et je vais essayer de vous emmener dans un petit voyage en se posant des questions. J'amène pas beaucoup de réponses, j'amène des points de vue qui sont challengeables, mais j'amène une vision que j'ai envie de vous partager pour ces 25 minutes. On aura un temps dans lequel vous allez pouvoir me poser des questions après, donc je vais essayer de dérouler ça et de vous donner la parole. Alors, pour comprendre qui je suis, j'ai plein de casquettes. Ça fait 30 ans que je suis dans le monde de l'innovation technico-pédagogique. J'ai ma boîte de conseil en stratégie digital learning qui s'appelle Blended Learning, mais j'ai tout un tas d'autres expériences pour ce salon. Depuis 2 ans, j'en suis le commissaire éditorial, donc j'essaye de donner aussi des visions pour que ces conférences soient les plus intéressantes pour vous sur toutes les 100 conférences qui vont avoir lieu pendant ces 2 jours. Mais sinon, j'ai été pendant 4 ans, 2 mandats, le président de EdTech France, c'est-à-dire jusqu'à il y a très peu de mois. Et je suis aussi le cofondateur, le programmateur d'un événement que vous connaissez peut-être, qui est le Learning Show, qui a lieu à Rennes tous les ans au mois d'octobre, les 13 et 14 octobre pour 2025, qui réunit 1000 personnes sur des échanges de pratiques d'innovation pédagogique. Alors, l'IA et l'IA générative, on a vécu tous ensemble depuis 2 ans quelque chose d'assez incroyable. Parce qu'il y a 2 ans, on venait d'avoir le raz-de-marée sur la sortie de ChatGPT et on va se rendre compte que l'on a suivi une courbe qui est une courbe assez habituelle, qui est le cycle de Gartner, la courbe de l'innovation. Alors ça, c'est la courbe habituelle, où on passe par cette phase où vraiment on attend quelque chose d'extraordinaire, où on passe dans les désillusions et où après on se reconstruit quelque chose. Et on va voir que pour l'IA générative, eh bien là, il se passe quelque chose de tout à fait différent. Et cette différence, je vais essayer de creuser avec vous ce qui est en train de se passer depuis ces 2 ans pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça se résume pour moi dans ces 5 mots. D'abord, il y a 2 ans, on était sur cette réaction de la communauté éducative, il faut l'interdire. Il faut l'interdire parce que c'est un moyen d'aller tricher et d'aller faire sauter toutes les évaluations. On était avec des publications, des tribunes par les établissements d'enseignement supérieur, par les organismes de formation qui disaient mais il faut absolument mettre en place des systèmes qui vont contrôler l'usage de l'IA générative pour être sûr que personne ne s'en sert dans tous les dispositifs d'apprentissage. Ça, c'était vraiment tout le premier trimestre 2023. Et depuis, et vous en faites partie, nous sommes tous rentrés dans une logique d'exploration. Exploration de mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce qu'à la différence de tout ce qu'il y a eu avant, on est avec quelque chose qu'on va essayer de définir, dont on ne sait pas ce que ça peut faire. Et dont chaque jour, on va aller repousser les limites pour savoir ce que l'on peut faire avec. Et on découvre au fur et à mesure le potentiel de l'usage de l'IA générative. Et beaucoup sont tombés aussi dans ce moment de fascination. Il n'y a qu'à voir comment ce mot-clé IA est venu s'implémenter dans tous les discours de quasiment tous les stands que vous avez ici sur Learning Technology France. Dans toutes les conférences, on va vous parler d'IA. Et quelque part, on a eu ce discours, c'est la panacée, c'est la chose qui va tout transformer, qui est extraordinaire, et on ne peut plus parler que d'IA. Or,
depuis quelques mois aussi, on arrive à un moment où on se pose des questions sur se servir de l'IA, oui, mais comment? Pourquoi? Et quelles en sont les conséquences? On va aussi revenir là-dessus, ces conséquences qui sont absolument fondamentales, et cette prise de recul qui permet à ce moment-là de se dire, oui, mais attention, c'est pas tout rose, c'est pas quelque chose que l'on doit suivre béatement sans se poser de questions. Et cette adoption, on y est maintenant, et on va le voir dans tout ce que vous propose de très nombreux stands. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus mature, où cette question de responsabilisation par rapport aux dangers, aux limites, aux craintes que l'on peut avoir et qui sont réelles et légitimes, n'empêche pas d'adopter la technologie et d'aller explorer réellement des usages responsables. Alors, ceci une fois dit, moi j'ai toujours, et depuis 30 ans, dit attention, les outils, il y en a des bons, il y en a des mauvais, peut-être, mais ce qui est important, c'est pas de savoir si l'outil est bon ou mauvais, ce sont les usages qui comptent. Donc, il y a des bons et des mauvais usages des outils. Sauf que le problème, c'est que est-ce que l'IA générative est un outil tel qu'on pourrait l'imaginer, un outil au service des formateurs, des enseignants, ou est-ce que c'est une machine? Et là, on va se poser la question, mais finalement, c'est quoi la différence entre un outil et une machine? Parce que c'est vraiment important. Un outil que l'on veut savoir utiliser, eh bien, un outil, c'est quelque chose qui demande forcément une intervention humaine. On se sert d'un outil, on se sert d'un marteau, d'une perceuse, on peut maîtriser son usage. C'est conçu pour une tâche qui est précise, qui est limitée, qui n'est pas évolutive et qui doit vraiment demander une action de l'humain. Or, est-ce que l'IA générative répond à ça? Eh bien non. L'IA générative n'est pas un outil. L'IA générative est une machine. Une machine qui peut absolument opérer de manière autonome, sans intervention de l'humain, et qui peut fonctionner totalement sans supervision, qui, dans sa capacité d'auto-apprentissage, est évolutive de manière absolument continuelle. Donc, quelle maîtrise nous avons d'une machine dont nous n'avons a priori aucun contrôle? Ça, c'est une véritable question et nous devons sortir de cette représentation de OK, on va développer des usages de l'outil. Attention, ce n'est pas un outil. Ce n'est pas un outil, mais alors comment est-ce qu'on peut maîtriser l'usage de l'IA générative? Ça, c'est un vrai challenge. Parce que avant de se poser cette question de qu'est-ce qu'on va en faire et comment en faire quelque chose d'utile et d'important, eh bien, il faut d'abord se poser cette question de comment le contrôler, comment le maîtriser. J'ai pris 3 axes pour parler de ce sujet. D'abord, il faut connaître son fonctionnement. C'est le minimum. C'est la littératie numérique appliquée à l'IA générative. Qu'est-ce que c'est que l'IA générative? Pour s'en servir, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut être au clair sur les notions de modèle, de LLM. Il faut être au clair sur les notions de corpus pour savoir sur quoi tourne et comment fonctionne l'IA générative. Si on n'est pas clair là-dessus, on risque très fort d'avoir et des usages et des intentions totalement en décalage par rapport à ces règles internes ou des règles telles que le RGPD, par exemple. D'accord? Deuxième élément, c'est connaître les limites. Connaître les limites et se rappeler que l'IA générative, malgré son nom, mais vous le savez, ça n'a rien d'intelligent. Ce n'est simplement que de la statistique. C'est qu'est-ce qui va venir après ce mot? Eh bien, c'est les algorithmes le disent, c'est tel mot qui aura le plus de chances d'être celui qui va bien. Mais est-ce que tout ça, ça a du sens? Non, l'IA générative ne peut pas savoir si ça a du sens. Donc,
cette logique de statistique est le moteur pour aller développer des stéréotypes, puisque c'est fait, c'est basé sur les statistiques. Donc ça construit et ça renforce les stéréotypes, tout ce contre quoi on se bat au quotidien. Des stéréotypes de genre, des stéréotypes de race, des stéréotypes de tout ce que l'on veut, mais c'est quelque chose qui est réel et qui est implémenté dans la nature même de l'IA générative. C'est aussi évidemment tous les illusions que peuvent générer les IA génératives, toutes ces choses totalement fausses. Bref, avoir cet esprit critique qui nous permette de se servir de ce qui est fourni par de l'IA générative comme simplement un brouillon, une matière première pour faire son travail, c'est essentiel de garder cet élément dans la tête et non pas comme une machine qui va nous donner le produit fini qu'on va délivrer. De la même manière, tous les éléments par rapport à ce dont je parlais, le RGPD, à la souveraineté, et ça nous amène sur cette question aussi, cette question environnementale, quel impact cela a lorsque j'utilise de l'IA générative? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se servir de ces machines à disposition sans se poser ces questions. Et là-dessus, je vous lance la question, est-ce que vous avez à l'esprit la quantification de l'impact des requêtes que l'on peut faire lorsque l'on utilise, par exemple, une des IA génératives telles que ChatGPT? Eh bien, je vous donne la réponse, parce que c'est juste énorme. Quelqu'un qui se sert une fois par jour de ChatGPT produit 0,27 kg de CO2. Si c'est fait 365 jours par an, ça fait au total 1 tonne. Si on fait de la photo, il faut multiplier ce chiffre-là par 100. Si on fait une photo par jour. Si on fait 1 minute de vidéo, on le multiplie par 1000. Autrement dit, se servir de l'IA générative pour faire n'importe quoi, pour par exemple remplacer son moteur de recherche, c'est un désastre pour la planète. D'accord? Alors que c'est quelque chose d'extraordinaire et qui peut transformer nos vies, nos façons de travailler, si on détourne ces machines pour faire quelque chose sans aucune valeur ajoutée réelle, mais simplement par facilité, on est en train de contribuer à quelque chose qui est une catastrophe. Donc ça aussi, c'est un élément à garder en termes de responsabilisation dans notre manière de se servir des outils. Maintenant, on y arrive sur quelque chose d'essentiel. On parle d'usage, eh bien, on va parler des usagers. Des usagers, je vais prendre 3 catégories d'usagers. Les apprenants, en premier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça apporte et pourquoi s'en servir? Pourquoi s'en servir pour les apprenants? Eh bien, là encore, 3 exemples. Ce n'est pas du tout exhaustif. Eh bien, évidemment, par exemple, pour pouvoir faire de la synthèse d'informations, synthèse de documents, se faire des résumés de ce que l'on a appris, des cours qui nous sont donnés, ou de tous les documents qui sont mis à disposition. Pouvoir s'en servir pour pouvoir faire des outils d'aide à la révision, par exemple, dès que c'est corrélé avec toutes les connaissances que l'on a sur les neurosciences ou la neuroéducation, eh bien on se rend compte qu'en termes de renforcement, pour pouvoir apprendre et retenir, ça marche extraordinairement bien. Mais aussi, évidemment, d'aller se servir de l'IA générative pour des étudiants, pour des apprenants quels qu'ils soient, c'est une nécessité parce qu'ils vont travailler dans un monde, après leurs études, où on se sert de l'IA générative. Donc, il faut forcément que pendant leurs études et leur formation, on leur apprenne à s'en servir pour qu'ils soient adaptés à ce qu'on va leur donner à faire. Mais pour ça, ça requiert une chose fondamentale. Ça requiert qu'on les forme à l'usage. Et c'est non pas qu'on lutte contre l'usage, mais au contraire, que dans tous
les cursus, quels qu'ils soient, d'enseignement supérieur ou pas, dans toutes les formations, on apprenne à nos apprenants à se servir de l'IA générative. Parce que s'en servir, on l'a vu, c'est la connaître pour la maîtriser avec des règles à utiliser. Donc, ça nécessite d'adapter vraiment les contenus des formations. Mais c'est aussi, évidemment, les former pour qu'ils prennent place dans la société, dans un monde où tout le monde va se servir de l'IA générative. Donc, à retrouver sa place, donc à retrouver sa valeur ajoutée. Ça modifie fondamentalement les programmes des formations dans lesquels on doit aller réaménager la place de chaque salarié avec une chose fondamentale, c'est il n'y a pas simplement des compétences techniques et toutes les compétences de savoir-être, tous ces smart skills sont clés, sont fondamentales et on doit aller les développer dans les formations et on voit que c'est lié avec l'usage de l'IA générative. Plus on forme à l'IA générative, plus on utilise l'IA générative, plus ce sont ces compétences relationnelles, sociales, comportementales qui deviennent clés pour pouvoir trouver sa place dans le monde de l'entreprise. Maintenant, pour les formateurs. Pour les formateurs, eh bien, là aussi, 3 éléments en termes d'usage avec des véritables bénéfices. Le premier, c'est évidemment pour pouvoir les concevoir des parcours, concevoir des ressources pédagogiques. Et là, on a tout un tas d'entreprises qui sont présentes là, qui font des choses extraordinaires. Mais juste derrière, on en parlait tout à l'heure, ToukTak fait la même chose, dédié par exemple sur le podcast. D'autres, comme EdTech, le font sur des parcours de formation où on va pouvoir utiliser toutes ces ressources pour pouvoir aller produire des contenus dans lesquels on va gagner un temps incroyable avec une pertinence parce que ce sont des entreprises qui maîtrisent déjà toute l'ingénierie pédagogique liée à leurs médias et qui se servent de l'IA générative comme d'un exhausteur, un facilitateur pour pouvoir produire des éléments. Mais toutes ces entreprises-là, et il y en a d'autres, ce sont quelques exemples, travaillent en ayant intégré ça dans leur expertise. Évidemment, un impact très très fort sur les notions d'évaluation avec cette promesse pour l'évaluation de pouvoir enfin faire des évaluations formatives, c'est-à-dire de pouvoir faire un feedback utile pour les apprenants pour pouvoir les individualiser et accompagner dans la progression l'apprenant qui échoue à une activité et pouvoir lui préconiser de refaire son activité autrement pour pouvoir apprendre. Ça, l'IA générative répond enfin à cette promesse que l'on attendait. Et enfin, eh bien, pour pouvoir améliorer la qualité des ressources. L'améliorer pour pouvoir évidemment développer la motivation, développer l'engagement, faciliter la compréhension avec des illustrations, avec tout un tas d'éléments de manière extraordinaire qui va pouvoir s'adapter au fur et à mesure en fonction de l'usage et des échecs de l'apprenant. C'est fabuleux. Mais en faisant ça, on va gagner du temps, évidemment, pour toutes les équipes. Et la vraie question qui se pose, gagner du temps, est-ce que c'est la seule finalité? Est-ce que les organisations, les entreprises sont en train de s'équiper de l'IA générative et d'outils autour de l'IA générative pour permettre aux équipes de gagner du temps, donc de produire plus, toujours plus, encore plus? Si c'est ça, on va transformer tout le monde en hamster dans la roue à courir de plus en plus vite. On va absolument faire imploser le système. Parce que la formation, c'est pas de faire toujours plus et toujours faire moins cher. Même si c'est une réalité et en cette période trouble, c'est quelque chose d'important. Mais la finalité, elle n'est pas là. La finalité, quand je dis l'IA générative, pour quoi faire? Oui, pour gagner du temps. Mais ce n'est pas suffisant. Ça serait un peu court. Si c'est pour ça, on va désespérer tout le monde. Alors que si on s'en sert pour, au contraire, réinventer la place du formateur, la place irremplaçable, le formateur dans son rôle de celui qui accompagne, de celui qui met l'humain au centre, de celui qui est capable d'aller inventer des mises en situation, des activités pédagogiques qui aident au transfert pour pouvoir développer les compétences, parce qu'on connaît le métier et parce qu'on sait
réellement comment aller mettre ces activités pédagogiques, eh bien ça, c'est le cœur du job et ça, ce n'est pas remplaçable. Et si on peut déléguer à l'IA générative tout ce qui est chronophage pour pouvoir se centrer là-dessus, là, on tire vers le haut les métiers de la formation et de l'enseignement. Le troisième type d'acteurs, eh bien, ce sont les organisations. Les organisations avec, je mets là-dedans, aussi bien les centres de formation que les établissements d'enseignement supérieur. Vous l'avez noté, cette année, pour la première fois, le salon Learning Technology France s'ouvre à l'enseignement supérieur en disant « c'est normal, on est dans la formation tout au long de la vie, il faut absolument remettre en place, à sa place, à côté du corporate learning et de la formation continue, l'enseignement supérieur ». Eh bien, les questions qui se posent aux enseignants sont les mêmes qui se posent au niveau des formateurs. Là encore, l'arrivée de l'IA générative est une opportunité pour aller reposer cette question. Mais finalement, quelle est votre mission? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant réinventer la mission de ces organisations apprenantes? Pourquoi? Parce qu'il y a une dérive terrible que tout le monde vit, qui est est-ce que l'établissement ou l'organisation a pour but simplement que les apprenants aient leur diplôme, leur certificat? Si c'est ça, l'IA générative va les faire exploser complètement. Pourquoi? Parce que l'IA générative, dans les mains des apprenants et avec les systèmes d'évaluation tels qu'ils sont mis en place, ça explose, évidemment. Évidemment, et tant mieux si on veut toujours croire que par des simples QCM, on reconnaît les compétences, eh bien oui, l'IA générative fait exploser cette vision même de ce que c'est qu'une évaluation, cette vision même de la reconnaissance de la compétence, et je vais plus loin, cette vision même de ce que l'on a mis en place, c'est juste pour que les gens aient leur diplôme, c'est pas du tout pour qu'ils soient compétents, parce que on s'en fiche finalement qu'ils soient compétents ou pas, ce qu'on veut c'est simplement qu'ils aient leur diplôme. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire que l'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on veut développer des compétences, eh bien, il faut aujourd'hui réinventer des nouvelles modalités d'évaluation. Des nouvelles modalités qui passent par non pas simplement s'occuper du livrable, du produit qui est donné pour pouvoir avoir le certificat ou le diplôme, mais de s'intéresser au processus utilisé pour pouvoir rédiger son rapport, son document, et même plus loin, à ce que ça a apporté à la personne, c'est-à-dire comment est-ce que la personne a grandi, a évolué en faisant ce travail-là. Si l'individu n'est pas capable de décrire comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il a développé ses compétences, et ce qui lui a permis de produire le document qu'il va remettre, eh bien cette personne est passée à côté. Et c'est ça qui nous importe, c'est cette compétence avec cette évaluation des 3 P, le produit, le processus, la personne, et il faut pour ça aller réinventer des dispositifs d'évaluation. C'est l'opportunité, voire la nécessité, parce que les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur qui ne remettront pas tout ça sur la table pour remettre en question, eh bien, auront des gros problèmes de chute de compétences de leurs diplômés dans les années à venir. Voilà, voilà où je voulais vous embarquer. C'est un point de vue et c'est une place ouverte à la réflexion pour, en introduction de ce salon, vous permettre de réfléchir et d'aller interroger tous les chefs d'entreprise qui sont là sur ces questions en termes de responsabilité, en termes d'usage et en termes de valeur ajoutée de ceux qui vont s'en servir pour que chacun trouve sa place dans une société en reconstruction où l'humain et l'individu doivent, au travers de cette opportunité-là, réinventer et redéfinir sa place avec cette valeur ajoutée irremplaçable. Voilà ce en quoi je crois et j'espère que ça pourra vous aider. Maintenant, je suis ouvert aux questions.
Allez-y, c'est l'occasion. On a 5 minutes. Oui, bonjour. Vous disiez pour maîtriser l'IA, il faut connaître le fonctionnement. Mais comment connaître le fonctionnement de ChatGPT? Alors, il existe maintenant une offre de formation vraiment pléthorique par des personnes issues de la tech, souvent, qui font des formations vraiment sur le b.a.-ba. Alors, on ne va pas rentrer dans l'algorithme de ChatGPT, mais sur déjà les principes, les concepts. On peut pas, il y a des boîtes noires dans lesquelles on peut pas rentrer, mais par contre, sur le mode de fonctionnement, et oui, il y a maintenant, en une demi-journée, en une journée, on peut former des équipes pour que les gens vraiment aient cette responsabilisation dans leurs usages. Il y a plein. Il y a une offre vraiment de formation fantastique là-dessus, avec des modules en présentiel, en ligne, peu importe. Et je vous invite à vous le vivre ou à faire vivre ça à vos équipes. C'est fondamental. Autre question? Il faut en profiter. Bon. On reste. Ah, une question là-bas? Non? Oui, hop. Juste à l'extérieur, derrière la régie. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de l'enseignement supérieur. Qu'en est-il du primaire, du collège et lycée? Alors là, on est sur un autre domaine. Parce que il y a vraiment entre l'éducation et l'enseignement sup, on a vraiment quelque chose de très différent. On est donc dans le monde éducatif sur des débats importants sur la place du numérique, avec une confusion qui est très grande, qui est faite entre les usages des réseaux sociaux et les usages des ressources pédagogiques. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de consensus à aller faire utiliser l'IA générative au niveau éducatif sur le primaire, sur le scolaire, sauf à partir de la seconde, parce que là, on rentre, et ça rentre dans les programmes de formation aux usages technologiques. Par contre, c'est une vraie question qui se pose pour les enseignants, puisqu'il y a maintenant énormément d'outils qui permettent aux enseignants d'aller là aussi produire des ressources pédagogiques et d'aller faire ces corrections de ressources, de production des élèves. Et je vais citer un très gros projet qui est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt innovation de la forme scolaire, qui s'appelle Bien à l'école, qui est basé sur un des acteurs qui est Stelia, qui construit une plateforme avec Biddies et avec 16 autres entreprises EdTech pour produire des ressources de français et de maths et de tous les domaines scolaires à partir du cycle 3 et cycle 4, et qui est avec un moteur à l'usage des enseignants, des familles, pour aller apporter des contenus en fonction des essais et erreurs des élèves. Donc il y a des ressources qui maintenant utilisent de l'IA générative, mais l'IA générative n'est pas utilisée comme moteur pour les élèves, c'est utilisé comme outil pour les concepteurs, pour les enseignants, pour leur permettre de produire des ressources. Bon, c'est l'heure. Ouais, désolé, mais respect du timing. Merci beaucoup.